Cette histoire se déroule dans un petit village du sud de la France, mais les émotions qu'elle véhicule sont universelles. Elle parle de voisins, de secrets et de ces moments qui nous définissent. Des histoires comme celle-ci sont des ponts qui nous unissent, peu importe où nous nous trouvons dans le monde. C'est pourquoi, alors que nous nous préparons à découvrir le mystère de Malik et de son vélo rouge, nous aimerions savoir de quelle ville et de quel pays nous regardez-vous en ce moment. Dites-le nous dans les commentaires. Nous adorons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Et si vous aimez les histoires authentiques, celles qui touchent l'âme et nous font réfléchir, rejoignez notre communauté. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche, car c'est une aventure en 10 chapitres. Croyez-moi, vous voudrez être là pour découvrir comment elle se termine. Le soleil de juin frappait la place des Platanes avec une intensité impitoyable. Il était à peine 10 heures du matin, et déjà le cagnard du sud de la France faisait blanchir les pierres du vieux marché. L'air vibrait au son des cigales, un bourdonnement sec et constant qui semblait amplifier la chaleur. Sous les larges feuilles des platanes centenaires, l'ombre était tachetée, offrant un répit précaire que les marchands et les clients matinaux se disputaient. C'est là, à la lisière de l'ombre et de cette lumière blanche et aveuglante, que se tenait Malik. À 10 ans, Malik était un enfant de contraste. Ses cheveux étaient d'un blanc si pur qu'ils semblaient presque transparents sous le soleil, tout comme ses cils et ses sourcils. Sa peau laiteuse ne bronzerait jamais, elle ne pouvait que rougir et souffrir. C'était son albinisme qui dictait une grande partie de sa vie. En ce moment, il plissait ses yeux, des iris d'un bleu pâle et aqueux qui luttaient contre l'agression de la lumière. Le monde, pour lui, était une surexposition permanente. Il poussait son vélo, un vieux vélo d'enfant, rouge, mais d'un rouge délavé par des années de soleil. La peinture était écaillée par endroits, révélant des taches de rouille. Le guidon, autrefois chromé, était piqué. Pourtant, le vélo était propre. Malik l'avait essuyé méticuleusement avant de partir, resserrant la chaîne de ses propres mains. Ses mains tremblaient légèrement. Ce n'était pas le froid, bien sûr. C'était la faim, et quelque chose d'autre. Une peur sourde qui lui nouait l'estomac. Il s'installa près de la fontaine moussue, évitant le chemin principal des clients mais restant suffisamment visible. Il avait posé un petit morceau de carton sur la selle, à vendre, bon état. Les gens passaient, des femmes âgées tirant leur caddie, le regard fixé sur les étals de tomates et d'abricots. Des hommes en chemise de lin, discutant politique locale devant le café du Progrès. Ils voyaient Malik. Comment ne pas le voir? Il était le petit albinos, le fils de cette femme, Amira, qui vivait dans les vieux immeubles près du lavoir et qu'on ne voyait presque plus. Un couple de touristes s'arrêta. La femme sourit d'un sourire rapide et superficiel. « Oh, regarde chérie, comme il est mignon avec son vélo. » L'homme jeta un œil distrait. « Tu en avais un comme ça. » Ils continuèrent leur chemin vers le stand de lavande. Malik ravala sa salive. Sa gorge était sèche. Il n'osait pas interpeller les gens. La timidité était une seconde peau, aussi protectrice et contraignante que la crème solaire indice 50 qu'il devait porter en permanence. Il vit Madame Dubois, la femme du boucher. Elle était connue pour sa voix forte et son cœur supposément généreux lors de la kermesse de l'école. Madame Dubois, sa voix n'était qu'un murmure. Elle se tourna, son panier rempli de saucissons. « Ah, c'est toi, Malik. Tu ne devrais pas rester au soleil comme ça, tu vas prendre un coup de sang. Je vends mon vélo, madame. » Elle regarda le vélo, puis lui. Son sourire se figea. « Ah, et pourquoi tu vends ton vélo? Tes parents vont en acheter un plus grand, c'est ça? Tu grandis vite. » Malik secoua la tête. « Non, c'est pour... J'ai besoin d'argent. » Le mot « argent » dans sa bouche d'enfant sonna faux aux oreilles de la bouchère. L'ambiance du marché, faite d'échanges et d'abondance, ne laissait pas de place à ce genre de demande. « Eh bien, dit-elle mal à l'aise, ce n'est pas le moment, petit. J'ai mes courses à finir. Fais attention au soleil. » Elle s'éloigna rapidement, le bruit de ses sandales claquant sur les pavés. Malik baissa la tête. L'échec était aussi brûlant que le soleil sur sa nuque. Il serra plus fort les poignets en caoutchouc usés du guidon. De l'autre côté de la place, à l'ombre de sa boutique dont la porte restait ouverte pour capter la moindre brise, Jean-Pierre, le boulanger, observait la scène. Il était 6 heures qu'il était debout, et la première fournée de baguettes avait été un succès. Jean-Pierre était un homme de routine. Il connaissait tout le monde et tout le monde le connaissait. Il avait vu Malik grandir de loin, un enfant silencieux, toujours poli, qui venait parfois acheter une demi-baguette, jamais de croissant. Il vit le manège de Madame Dubois, son embarras. Il vit le garçon se recroqueviller sur lui-même. Jean-Pierre fronça les sourcils. Il y avait quelque chose qui clochait. Un enfant de 10 ans ne vend pas son seul jouet, son seul moyen de transport.
Un matin de semaine en juin, par plaisir. Pendant 2 heures encore, Malik resta là. Le marché commença à se vider. Les marchands remballaient leurs tréteaux. La chaleur devenait écrasante, l'air stagnant. Le tremblement de ses mains s'était intensifié. Il n'avait rien mangé depuis le quart de baguette rassis de la veille au soir. « Combien tu en veux ?» La voix était graveleuse. C'était Monsieur Valette, le propriétaire du Café du Progrès, qui balayait sa terrasse. Malik sursauta. « Je ne sais pas. 20 €? Il avait inventé le chiffre. C'était ce que coûtait la boîte rectangulaire à la pharmacie. Monsieur Valette eut un petit rire sec. « 20 € pour cette rouille? Tu rêves, petit. Je t'en donne 5 et c'est pour te débarrasser. » Malik le regarda, les yeux suppliants. 5 €, c'était mieux que rien. C'était du lait. C'était peut-être un peu de pain. Il hocha la tête. « D'accord. » L'homme sortit une pièce de sa poche, la fit tourner. À la réflexion, « Non. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Ça va encombrer ma cave. Laisse tomber. » Il lui tourna le dos et rentra dans son café, laissant Malik seul sur la place vide. L'humiliation était totale. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais il les retint. Pleurer ne servirait à rien. Il enfourcha le vélo. Ce n'était pas pour jouer. C'était juste le moyen le plus rapide de rentrer. Il pédala, son corps léger et faible, luttant contre la vieille mécanique. Il quitta la place des Platanes, passa devant la boulangerie de Jean-Pierre sans le voir et s'engagea dans les ruelles étroites, là où les maisons étaient plus hautes et le soleil peinait à entrer. Il arriva devant son immeuble. L'escalier sentait la poussière froide et la javel. Il monta le vélo jusqu'au 2e étage, l'effort lui coupant le souffle. Il ouvrit la porte de l'appartement. Le silence l'accueillit. Les volets étaient presque fermés pour garder une pénombre protectrice. « Maman ?» Il n'y eut pas de réponse immédiate, juste le son d'une toux sèche, étouffée. Il poussa le vélo dans l'entrée. Sur la petite table de la cuisine, il y avait la preuve de son échec. Un verre d'eau, un quignon de pain durci et une boîte de médicaments, presque vide. Du vieux canapé dans le salon, une voix faible s'éleva. « Malik, c'est toi? Tu as été long. »« Je suis là, maman, » dit-il, essayant de garder sa voix stable. Le marché était... il y avait beaucoup de monde. Il s'assit sur le sol à côté d'elle. Amira lui caressa les cheveux blancs. Sa main à elle était brûlante. « Ça va aller, mon chéri, » murmura-t-elle. Malik ferma les yeux, le visage marqué par une détermination d'adulte. Demain, il essaierait à nouveau. Il le fallait. Le lendemain matin, une brume légère flottait encore au-dessus des toits ocres de la petite ville, offrant un répit éphémère à l'implacable soleil estival. L'air portait l'odeur du pain frais et du café, un parfum réconfortant qui se répandait depuis les boulangeries et les terrasses qui s'éveillaient. Malik, lui, ne sentait rien de tout cela. Son estomac était vide et une lassitude physique et mentale pesait sur ses frêles épaules. Il était de nouveau sur la place des Platanes, le vélo rouge à ses côtés. Cette fois, il avait choisi un endroit un peu plus près des étals de fleurs, espérant que la beauté des roses et des hortensias adoucirait le regard des passants. Il avait également refait son petit panneau avec des lettres plus grandes, plus claires, écrites avec l'application et la maladresse d'une main d'enfant. Vélo à vendre, très bon état. Le marché s'animait doucement. Les camions des maraîchers déchargeaient leurs cargaisons de fruits et légumes gorgés de soleil. Les discussions reprenaient, les rires fusaient. Tout cela formait un tableau de vie quotidienne, vibrant et indifférent à la petite silhouette immobile de Malik. De l'autre côté de la place, Jean-Pierre, le boulanger, terminait de disposer ses miches rustiques et ses viennoiseries dorées. Il avait l'œil vif, malgré les années et le travail. Il avait vu Malik arriver. Encore. Le même garçon, le même vélo. La scène d'hier lui était revenue en mémoire. Le visage fermé de Madame Dubois, le geste désinvolte de Monsieur Valette. Cela le chagrinait. Jean-Pierre n'était pas un homme sentimental. C'était un travailleur, un homme de son temps, pragmatique. Mais il avait un sens aigu de la justice et de l'observation. Et il avait une fille, Léa, à peine plus âgée que Malik. Il savait ce que représentait un vélo pour un enfant. Le vendre, ce n'était pas une décision légère. « Tiens, tu as vu le petit albinos ?» lança Sylvie, la fleuriste voisine, en déposant une gerbe de lys. « Il est encore là avec son vélo. Il insiste, le pauvre. On dirait qu'il est tombé de l'arbre de Noël avec tous ses efforts. » Jean-Pierre grommela quelque chose en guise de réponse sans quitter Malik des yeux. Il avait une impression désagréable. Les rumeurs, dans une petite ville comme la leur, étaient monnaie courante. On disait que la mère de Malik, Amira, était malade, recluse, qu'elle travaillait peu. Des commérages, oui, mais qui prenaient une autre dimension face à la persévérance muette de l'enfant. Malik, quant à lui,
avait perfectionné sa technique. Il ne parlait pas d'argent. Il se contentait de présenter le vélo, de le faire rouler un peu sur les pavés pour montrer qu'il fonctionnait. Il essayait d'attraper le regard des passants, mais beaucoup l'évitaient. Son apparence, si différente, semblait créer une barrière invisible. Certaines mères serraient leurs enfants plus fort contre elles en passant, comme si la blancheur de Malik était contagieuse. Une jeune femme, accompagnée de son fils d'environ 7 ans, s'arrêta. L'enfant, avec ses joues roses et ses vêtements neufs, pointa le vélo. « Maman, je veux un vélo comme ça !» La mère, visiblement embarrassée par le manque de tact de son enfant, tira sur sa main. « Non, Louis, tu as déjà un vélo. Laisse ce monsieur tranquille. »« Mais il est joli, le rouge !» insista Louis. Malik, sentant une opportunité, se pencha légèrement. « Il est très solide et il va vite. » La mère, le visage un peu rouge, lui jeta un regard rapide, mêlant gêne et pitié. « Merci, mais non, nous n'avons pas besoin. » Elle traîna son fils qui se retourna avec un regard curieux et un peu triste vers Malik. Un groupe d'adolescents, bras dessus, bras dessous, passa en riant bruyamment. L'un d'eux, grand et dégingandé, fit une remarque à voix basse à ses amis. « On dirait un fantôme sur roue, ce gamin. Il devrait se cacher du soleil. Il va fondre. » Les autres rirent. Malik fit semblant de ne pas entendre. Son cœur battait la chamade. Ses joues blanchirent encore plus si c'était possible. C'était le genre de remarques qu'il avait toujours eues. Des piques, des moqueries, jamais de vraie méchanceté, mais suffisantes pour le marquer. L'après-midi arriva, apportant avec lui une chaleur étouffante et un vent léger et sec qui soulevait des tourbillons de poussière. Le marché se vida de nouveau. Les vendeurs de fromages et d'olives plièrent bagages. Malik était seul, le vélo toujours là, invendu. La faim creusait un trou douloureux dans son ventre. La déception était un poids lourd. Il remballa son panneau avec lenteur. Il n'avait pas d'autre solution. Il devait rentrer. Le visage de sa mère, marqué par la maladie, lui apparut. Le manque d'argent, l'absence de nourriture nourrissante, le regard inquiet et la toux qui secouait son corps de plus en plus souvent. Jean-Pierre, qui venait de fermer sa boulangerie, le vit quitter la place. Le boulanger hésita un instant. Il avait du travail à faire, des papiers à remplir, mais l'image du garçon si seul, si déterminé et si visiblement affaibli l'interpella. Une impulsion inhabituelle le saisit. Il fit un tour, évitant de passer directement devant Malik, et s'engagea dans les ruelles qui menaient au quartier du Lavoir, là où se trouvaient les immeubles plus anciens, moins entretenus. Il connaissait bien le quartier. C'était là que vivait Amira, la mère de Malik. Jean-Pierre ne savait pas vraiment ce qu'il cherchait. Il voulait juste comprendre. Un simple coup d'œil, pensait-il, juste pour voir. La curiosité, mêlée à une vague inquiétude, le guida. Il garda ses distances, marchant à un rythme régulier mais suffisamment lent pour que Malik, sur son vélo, ne le remarque pas. Le garçon, courbé sur le guidon, pédalait avec la résignation d'un vieil homme. Finalement, Malik s'arrêta devant une petite maison mitoyenne, l'une de celles qui dataient d'avant-guerre, avec une façade défraîchie et des volets clos. Elle se trouvait dans une impasse tranquille, à l'ombre de grands arbres, qui rendaient l'endroit étonnamment frais. Jean-Pierre se dissimula derrière le coin d'un mur, observant. Malik posa son vélo contre la façade. L'enfant, d'ordinaire si réservé, laissa échapper un soupir lourd. Ses épaules s'affaissèrent. Il sortit une vieille clé de sa poche et ouvrit la porte. Le boulanger attendit. 5 minutes, 10 minutes. La porte était restée entr'ouverte. Un silence lourd s'en échappait, contrastant avec l'animation habituelle d'un foyer. Il n'y avait pas de bruit de vaisselle, pas de voix de télévision, juste ce vide. Une curieuse détermination emplit Jean-Pierre. Il s'approcha lentement, pas à pas. La porte s'ouvrit sur un petit couloir sombre. Une odeur distincte flottait dans l'air, une odeur de renfermé, de maladie, et quelque chose d'autre, une faim silencieuse. Jean-Pierre fit un pas, puis un autre, jusqu'à la petite pièce qui semblait servir de salon et de cuisine. La scène qui s'offrit à lui le frappa de plein fouet. Sur un vieux canapé défoncé, une femme était allongée, Amira. Son visage était cireux, ses traits tirés. Elle semblait dormir, ou plutôt elle était dans un état de léthargie. Près d'elle, Malik était assis sur une petite chaise bancale, les pieds à peine touchant le sol. Sur une table basse, il y avait ce qu'il avait vu sur la place des Platanes le matin même, la boîte de médicaments, désespérément vide cette fois, un quignon de pain durci et un verre d'eau, rien d'autre. Le silence dans la pièce était pesant. Il n'y avait pas de plainte, pas de larmes, juste la réalité crue de la pauvreté et de la maladie. C'est à cet instant que Jean-Pierre comprit. Le vélo, les 20 €, le lait, le pain, tout se liait dans son esprit avec une clarté brutale.
Il y avait un carton d'approvisionnement dans sa camionnette. Il contenait le surplus de pain non vendu, quelques viennoiseries, des bouteilles de lait qu'il distribuait parfois aux œuvres caritatives. Il pensa à ce carton et à l'enveloppe qu'il gardait toujours dans la poche intérieure de sa veste pour les petites dépenses imprévues. Il s'approcha, son ombre tombant sur l'enfant. Malik leva la tête, ses grands yeux bleus, clairs et effrayés, le fixant. Il n'y eut aucun mot, juste une compréhension silencieuse qui passa entre l'homme et l'enfant. Jean-Pierre posa doucement une enveloppe sur la table, à côté de la boîte de médicaments. Puis il recula, sortit de la maison et revint quelques instants plus tard avec un panier rempli de pain frais, de quelques pains au chocolat, de 2 bouteilles de lait et d'un petit morceau de jambon. Il le déposa à côté de l'enveloppe. Il ne dit rien. Il ne chercha pas de remerciement. Il se contenta de fixer le regard de Malik une dernière fois, un regard empreint de regret et d'une nouvelle détermination. Puis il se détourna et quitta la maison, laissant l'enfant et sa mère dans leur pénombre, mais avec une lueur d'espoir fraîchement déposée. Le bruit des pas lourds de Jean-Pierre s'estompant dans l'escalier fut le seul son qui brisa le silence. Puis, le silence revint, mais il était différent. Il n'était plus vide et pesant. Il était lourd de présence, celle du panier sur la table basse. Malik resta immobile pendant un long moment. Ses yeux, si sensibles à la lumière, étaient grands ouverts dans la pénombre de l'appartement, fixant les objets que l'homme avait laissés. L'odeur, c'est l'odeur qui l'atteignit en premier. Pas l'odeur de poussière froide ou de maladie, mais l'arôme riche, chaud et réconfortant du pain frais. Une odeur qui lui fit monter l'eau à la bouche si violemment que sa gorge se serra. Il tourna la tête vers sa mère. Amira avait les yeux ouverts. Elle avait tout vu, dans un état de demi-conscience. Son regard était confus, passant de la porte vide au panier. Malik, sa voix n'était qu'un souffle, un papier de soie froissé. Qui? Le boulanger, répondit Malik, sa propre voix basse, étranglée par l'émotion. Celui de la place. Il se leva de sa chaise, ses jambes tremblant légèrement, non plus de faim mais de choc. Il s'approcha de la table comme on s'approche d'un animal sauvage. Il tendit un doigt et toucha la croûte dorée d'une baguette qui dépassait du panier. Elle était encore tiède. Ses yeux se portèrent sur l'enveloppe blanche, épaisse, posée à côté de la boîte de médicaments vide. Il n'avait jamais vu autant d'argent au même endroit. Il n'avait jamais vu un tel panier de nourriture dans leur maison. C'était trop. C'était impossible. La gentillesse, sous cette forme brute et inattendue, était presque plus effrayante que l'indifférence habituelle. L'indifférence, il savait comment la gérer. Mais ça... Malik, répéta sa mère avec un peu plus de force. Le lait. Il sursauta, ramené à l'ordre de ses priorités. Le lait. Il attrapa l'une des bouteilles. Ses mains étaient maladroites pour dévisser le bouchon. Il alla dans le petit coin cuisine, ouvrit le placard où se trouvaient leurs 2 seuls verres propres. Il en remplit un. Le liquide blanc, froid, lui parut d'une pureté irréelle. Il retourna près du canapé et s'agenouilla. « Maman, bois. » Il glissa sa main sous la nuque de sa mère pour la soulever légèrement. Elle était si légère. Ses lèvres sèches et gercées s'ouvrirent. Elle but par petites gorgées avides, ses yeux fermés. Le lait laissa une fine moustache blanche sur sa lèvre supérieure. Quand elle eut fini, elle laissa échapper un soupir qui ressemblait presque à un sanglot de soulagement. « C'est bon », murmura-t-elle. Elle reposa sa tête sur le coussin usé. Le peu d'énergie que lui avait donné le lait semblait déjà se dissiper, mais quelque chose dans son regard avait changé. La panique qui y logeait depuis des semaines s'était légèrement atténuée. Malik, lui, attrapa le pain au chocolat qui dépassait du panier. Il le dévora en 3 bouchées, sans même s'asseoir. Le sucre et le beurre fondirent sur sa langue, une explosion de saveur si intense qu'elle lui donna le vertige. Il dut s'appuyer contre le mur. Puis, il se souvint de l'enveloppe. Il la prit, elle était lourde. Il l'ouvrit avec précaution, s'attendant presque à ce que son contenu disparaisse. À l'intérieur, plié en 2, se trouvaient 2 billets bleus de 20 € et un billet rouge de 10. 50 €, 20 €, c'était le prix de la boîte de médicaments. 50 €, c'était... Il ne savait même pas ce que c'était. C'était la sécurité. C'était de la nourriture pour la semaine prochaine. C'était plus que ce que sa mère gagnait en 2 jours de ménage, quand elle pouvait encore travailler. « Maman », dit-il, la voix tremblante, en lui montrant les billets. Amira les regarda, et pour la première fois depuis des jours, des larmes silencieuses commencèrent à couler sur ses tempes, se perdant dans ses cheveux emmêlés. Elle ne pleurait pas de tristesse. C'était la tension qui se brisait, le barrage de fierté et de peur qui cédait enfin sous le poids de ce geste simple. « Va, dit-elle,
la voix soudainement claire, impérative. « Va à la pharmacie, maintenant !» L'urgence était de retour, mais elle avait changé de nature. Ce n'était plus l'urgence du désespoir, mais celle de l'action. Malik attrapa un billet de 20 €. Il le serra si fort dans son poing que ses jointures blanchirent. Il ne prit pas le temps de mettre ses chaussures correctement. « Je reviens tout de suite, maman. Ne bouge pas. »« Je ne vais nulle part, » répondit-elle, avec une pointe d'ironie amère qui était pourtant un signe de vie. Il dévala l'escalier, sautant les marches 2 par 2. Dans le couloir d'entrée, son vélo rouge était toujours là, appuyé contre le mur. Il le regarda une seconde. Il n'avait plus besoin de le vendre. Il était sauvé. L'objet de son angoisse des 2 derniers jours était redevenu ce qu'il était, un simple vélo. Il poussa la porte d'entrée et se retrouva dans la ruelle. Le soleil de la fin d'après-midi était encore chaud, mais l'air semblait plus respirable. Il se mit à courir. Il courut comme il n'avait jamais couru. Ses jambes fines avalaient les pavés. Il ne se souciait pas de la lumière qui blessait ses yeux. Il ne sentait pas le regard des rares passants. Il traversa la place des Platanes, désormais déserte, silencieuse. Le café du Progrès était fermé. La boulangerie de Jean-Pierre aussi. La place semblait endormie après l'agitation du matin. Il arriva devant la pharmacie, marqué par sa grande croix verte lumineuse. Il s'arrêta à bout de souffle, la poitrine en feu. Il lissa le billet froissé dans sa main et poussa la porte vitrée. La pharmacienne, Madame Giroux, une femme au chignon sévère, leva les yeux de son ordinateur. Oui, c'est pourquoi. Malik s'avança vers le comptoir. Il était intimidé par le silence feutré, l'odeur propre et chimique des lieux. C'est pour ma mère, Amira. Il déglutit, posant le billet de 20 € sur le comptoir en verre. Il lui faut la boîte, la rectangulaire. Madame Giroux fronça les sourcils, puis son expression s'adoucit en reconnaissant le billet. Elle se leva, alla consulter un fichier. Ah oui, Amira, bien sûr. Elle se dirigea vers les étagères du fond, revint avec la petite boîte blanche et bleue. Voilà, ça fait 19,50 €. Elle prit le billet. Malik ne bougea pas, fixant la boîte comme si c'était le trésor le plus précieux au monde. La caisse s'ouvrit dans un cling mécanique. Madame Giroux lui tendit la boîte et la pièce de 50 centimes. Tu lui diras de bien suivre la posologie, hein, et qu'elle devrait venir voir le médecin. Oui, madame, dit Malik en attrapant la boîte. Merci, madame. Il serra la boîte contre lui, la pièce de monnaie oubliée dans sa paume. Il sortit de la pharmacie et, sans attendre, se remit à courir. Cette fois, c'était le chemin du retour. Il avait réussi. Il n'avait pas vendu son vélo. Il avait l'argent, il avait la nourriture et il avait le médicament. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Jean-Pierre était dans son arrière-boutique. Il pétrissait la pâte pour le lendemain, ses gestes amples et automatiques. Mais son esprit était ailleurs. Il était dans cet appartement sombre. Il revoyait le visage cireux d'Amira, les yeux trop grands de Malik et la table vide. Ce n'était plus une rumeur, c'était la vérité. Une vérité crue qui se cachait à 200 mètres de son étal de croissants dorés. Il frappa la pâte avec plus de force que nécessaire. Ce n'était pas assez. Ce panier, cet argent, ce n'était qu'un pansement sur une plaie bien plus profonde. Le silence du village, leur silence à tous, était devenu assourdissant. Jean-Pierre n'est pas rentré chez lui. Il a terminé de nettoyer son fournil, ses gestes mécaniques contrastant avec le tumulte dans sa tête. La farine blanche qui recouvrait ses mains lui rappelait la pâleur de Malik, la blancheur maladive d'Amira. Il essuya ses mains sur son tablier, le défit, et resta un long moment immobile dans l'arrière-boutique silencieuse. L'odeur de la levure et du pain chaud, qui d'habitude le réconfortait, lui semblait aujourd'hui presque indécente, trop pleine de vie face à ce qu'il avait vu. Il sortit de sa boulangerie et ferma la grille métallique. Le clang sonore résonna sur la place des Platanes, désormais baignée d'une lumière orange de fin d'après-midi. La chaleur avait à peine baissé. L'air était lourd. Il fit ce qu'il ne faisait jamais en semaine. Il traversa la place en diagonale, ignorant le chemin vers sa propre maison, et se dirigea droit vers le café du Progrès. La terrasse était à moitié pleine. C'était l'heure de l'apéro. Les habitués étaient là, attablés devant des verres de pastis troubles ou des demi de bière mousseux. Les conversations étaient légères, rythmées par le cliquetis des glaçons et les rires occasionnels. Monsieur Valette, le propriétaire, essuyait des verres derrière son comptoir, son visage rouge et transpirant. Quand Jean-Pierre entra, un silence relatif se fit. Il n'était pas un pilier de bar. Sa présence à cette heure était un événement. « Tiens, Jean-Pierre, tu nous fais l'honneur ?» lança Valette d'une voix faussement joviale. « Qu'est-ce que je te sers? Un petit jaune? Un demi, s'il te plaît. Bien frais, » répondit Jean-Pierre d'une voix grave. Il ne s'assit pas à la terrasse,
mais resta debout au comptoir, le dos tourné à la place. Il sentait les regards curieux sur sa nuque. Madame Dubois, la bouchère, était assise à une table proche, s'éventant avec une carte des vins. Elle lui adressa un petit signe de tête. « Alors, la journée a été bonne, boulanger ?» demanda-t-elle, cherchant à combler le silence. Jean-Pierre prit le verre que Valette lui tendait. Il but une longue gorgée, posa le verre sur le zinc avec un bruit sec. « Non, dit-il. » La conversation à la table de Madame Dubois s'arrêta. « Comment ça, non ?» reprit Valette en s'arrêtant d'essuyer son verre. « Tu as vendu tout ton pain, comme toujours, non ?» Jean-Pierre tourna lentement la tête vers le propriétaire du café. Son regard était intense, sans colère apparente, mais chargé d'un poids qui cloua Valette sur place. « Tu te souviens du gamin, hier? Celui avec le vélo rouge ?» Valette sentit une bouffée de chaleur lui monter au visage. Il se souvint très bien de sa propre moquerie. « Le petit albinos, oui, et alors, il n'est pas revenu aujourd'hui ?»« Si, il était là ce matin, » corrigea Jean-Pierre, sa voix basse forçant tout le monde à tendre l'oreille. « Il était là hier et il était là ce matin. » Madame Dubois se figea, son éventail immobile. Elle se souvenait aussi. « Tu vas t'en acheter un plus grand, c'est ça ?» avait-elle dit. « Je l'ai suivi tout à l'heure, » continua Jean-Pierre, comme s'il se parlait à lui-même. « Je voulais voir. Je voulais comprendre pourquoi un gamin s'obstine à vendre son vélo sous un soleil pareil. » Il but une autre gorgée. Le silence sur la terrasse était total. On n'entendait plus que les cigales, au loin. Il habite près du vieux lavoir, avec sa mère. Amira. Quelques personnes hochèrent la tête. Il la connaissait de nom. La femme discrète, malade. « Je suis entré, » dit Jean-Pierre. La porte était ouverte. Il leva les yeux et regarda Valette, puis Madame Dubois, puis les autres clients, un par un. « Il n'y a rien. Vous m'entendez ? Rien. » Il tendit la main, paume ouverte, comme pour montrer ce rien. Sur la table, il y avait un bout de pain, sec, d'il y a 3 jours, je dirais, un verre d'eau et une boîte de médicaments vide. L'image flotta dans l'air chaud du soir. La mère, elle est sur un canapé, elle ne peut pas se lever. Elle n'a pas mangé. Le gamin non plus. Jean-Pierre se tourna vers Valette. Il te demandait 20 €. C'est ça? Tu sais pourquoi? C'est le prix de la boîte. La boîte qui était vide sur la table. Valette devint blême. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Il se mit à essuyer frénétiquement un verre déjà propre. Le boulanger se tourna ensuite vers Madame Dubois. « Et il ne veut pas un vélo plus grand, madame. Il veut juste que sa mère ne meure pas de faim ou de maladie. » Les mots étaient simples, factuels et d'une violence inouïe. Ils frappèrent la petite assemblée en plein cœur. Ce n'était plus une rumeur. Ce n'était plus le petit albinos bizarre. C'était Amira malade. C'était Malik, affamé. C'était leur voisin. Madame Dubois, d'ordinaire si prompte à la parole, baissa les yeux. Une rougeur de honte monta de son cou jusqu'à ses oreilles. Elle repensa à son panier plein de saucissons, à sa réplique facile sur le soleil. « Je ne savais pas, » bégaya-t-elle. « Moi non plus, » répondit Jean-Pierre, sa voix s'adoucissant légèrement, mais gardant sa gravité. « Mais maintenant, on sait. » Il posa quelques pièces sur le comptoir pour payer son demi, bien plus que le prix demandé. « Le problème, » dit-il en se dirigeant vers la sortie, « ce n'est pas qu'ils souffrent en silence. C'est que nous, on regarde ailleurs en faisant du bruit. » Il sortit du café. Personne ne parla pendant une longue minute. Le tintement des glaçons avait cessé. L'insouciance de l'heure de l'apéro s'était évaporée, remplacée par une prise de conscience collective, lourde et inconfortable. Monsieur Valette regarda les pièces laissées par Jean-Pierre. Madame Dubois se leva brusquement, manquant de renverser sa chaise. « Pardon, il faut que j'y aille, » dit-elle à ses amis de table, sa voix soudainement étranglée. Elle ne se dirigea pas vers sa boucherie. Elle se dirigea vers sa maison. L'information était lâchée. Comme une pierre dans une mare, les ondes de choc commencèrent à se propager dans la quiétude du soir. Jean-Pierre avait brisé le secret, non par médisance, mais par nécessité. Avant que les lumières du café du Progrès ne s'éteignent, tout le village, ou du moins son noyau dur, savait. La nuit tomba sur le village, mais elle n'apporta pas la tranquillité habituelle. Les téléphones sonnèrent dans les maisons aux volets clos. La nouvelle, partie du café du Progrès, se répandit avec la vitesse et l'efficacité que seule une petite communauté soudée peut générer. Ce n'était plus une rumeur sur « la femme malade ». C'était un fait précis, brutal, livré par Jean-Pierre, un homme que tout le monde respectait pour son honnêteté et son travail. Chez Madame Dubois, la bouchère, la honte avait cédé la place à une activité fébrile. « Je ne savais pas » était devenu son mantra, une phrase qu'elle se répétait en claquant les portes de son garde-manger.
Elle n'était pas une mauvaise femme, juste une femme de confort, habituée à voir le monde à travers le prisme de sa propre abondance. L'image du pain sec et de la boîte de médicaments vide, décrite par le boulanger, l'avait poignardée. Elle sortit une grosse marmite. Elle commença à éplucher des carottes, des poireaux, un oignon. Elle prit dans son propre congélateur un morceau de bœuf destiné à son rôti du dimanche. Elle préparait un bouillon, un pot-au-feu riche, le genre de plat qui, dans l'imaginaire collectif français, ne guérit pas seulement la faim, mais redonne des forces, qui remet sur pied. Elle laissa la marmite mijoter sur le feu, l'odeur riche et profonde remplissant sa cuisine immaculée. Elle n'irait pas ce soir. Il était trop tard, c'eût été trop intrusif, trop voyant. Mais demain matin, elle irait. Au Café du Progrès, M. Valette ferma sa caisse plus tôt que d'habitude. Les derniers clients étaient partis rapidement, l'ambiance n'étant plus à la fête. Il compta ses billets, ses gestes lents. Il repensa à son offre méprisante de 5 €. Pour te débarrasser. Il grimaça. Il n'était pas riche, mais il n'était pas pauvre. Il était juste petit, avare. Il prit un billet de 50 € dans sa caisse, le plia et le mit dans la poche de sa chemise. Il ne savait pas encore ce qu'il en ferait, mais il savait qu'il ne pouvait pas le garder. Pendant ce temps, à quelques ruelles de là, dans l'appartement au-dessus du lavoir, l'atmosphère avait radicalement changé. Malik était assis à la table de la cuisine, mangeant lentement un morceau de la baguette de Jean-Pierre, le premier vrai repas qu'il prenait depuis 2 jours. Il avait la sensation que ses mâchoires avaient oublié comment mastiquer. Dans la pièce à côté, sa mère dormait. C'était un sommeil différent. Depuis qu'il lui avait donné le médicament acheté à la pharmacie, sa toux sèche s'était calmée. Le lait et un peu de pain trempé lui avaient rendu un semblant de couleur. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne dormait pas d'un sommeil d'épuisement fiévreux, mais d'un vrai sommeil réparateur. Malik la regarda depuis l'encadrement de la porte. La peur qui lui serrait le ventre en permanence s'était desserrée, mais elle n'avait pas disparu. Il regarda l'argent qui restait sur la table. Un billet de 20, un de 10 et la pièce de 50 centimes. 30 € et 50 centimes. Le médicament coûtait presque 20 €. Le boulanger leur avait donné 50. Cela voulait dire qu'il pouvait acheter une autre boîte. Mais après, le geste de Jean-Pierre était un miracle, un répit inespéré. Mais Malik, à 10 ans, avait déjà compris une leçon d'adulte. Les miracles ne paient pas le loyer. Ils ne remplissent pas le frigo semaine après semaine. Sa mère ne pourrait pas reprendre ses heures de ménage avant longtemps. L'argent du boulanger, c'était comme un pansement sur une blessure qui continuait de saigner. Il sentit une nouvelle vague de responsabilité l'envahir. Ce n'était plus la panique de l'urgence, mais la détermination froide de la survie. Il ne pouvait pas compter sur le retour du boulanger. Cet homme avait déjà fait plus que n'importe qui. Il retourna dans l'entrée. Son vélo rouge était là, appuyé contre le mur, silencieux. Il le regarda longuement. Il l'aimait, ce vélo. C'était son seul bien, son seul souvenir d'une époque où sa mère souriait plus souvent, avant que la maladie ne s'installe. Mais ce n'était qu'un objet. Il devait essayer à nouveau. Peut-être que M. Valette avait raison. 20 €, c'était trop. Il essaierait à 15 ou 10. 10 €, c'était encore du lait pour 3 jours. Sa décision était prise. Il n'était pas ingrat. Il était réaliste. Demain, il se lèverait tôt avant sa mère. Il retournerait sur la place des Platanes. Il essaierait de vendre son vélo, une dernière fois. L'aube se leva sur la petite ville. Une lumière rose et douce caressa les pierres anciennes. Les premiers bruits du marché commencèrent. Le camion de Jean-Pierre se gara à son emplacement habituel. Mais ce matin, il n'était pas le seul à être en avance. Madame Dubois arriva, un grand panier en osier à la main, d'où s'échappait un filet de vapeur parfumée. Monsieur Valette ouvrit son café, mais au lieu de préparer ses tables, il resta sur le seuil, regardant la place. Sylvie, la fleuriste, avait préparé un bouquet, non pas à vendre, mais à donner. Le boucher, le fromager, l'épicier, tous ceux qui avaient reçu un appel la veille étaient là. Ils s'installèrent, non pas avec l'indifférence habituelle, mais avec une sorte d'attente silencieuse, presque tendue. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Ils attendaient tous la même chose. Et à 8 heures précises, comme la veille, une petite silhouette apparut au coin de la place, poussant un vieux vélo rouge. Malik arriva plissant ses yeux bleus sensibles sous le soleil déjà vif. Il vit que la place était pleine. Il déglutit, s'attendant à une nouvelle journée d'humiliation et de refus. Il ne savait pas que le silence qui l'accueillit n'était pas de l'indifférence, c'était de l'attention. Personne ne savait pourquoi il était revenu après le geste du boulanger, mais cette fois personne ne le laissa faire un pas de plus. Malik posa le pied sur le premier pavé de la place des Platanes.
Il serrait si fort le guidon de son vélo que ses jointures, sous sa peau laiteuse, étaient d'un blanc d'ivoire. Il avait mieux mangé. Sa mère avait dormi, mais lui se sentait épuisé. Le répit n'avait été que de courte durée. La réalité de leur situation, l'argent qui fondrait aussi vite que la glace au soleil, l'avait poussé à ressortir. Il s'attendait au même rituel d'indifférence. Il s'attendait au regard fuyant, au sourire gêné, peut-être même à une autre moquerie de M. Valette. Il s'avança vers son emplacement habituel, près de la fontaine, la tête basse, ses yeux protégés de la lumière matinale par l'ombre de ses propres cils blancs. Il n'eut pas le temps d'atteindre la fontaine. « Malik !» La voix était forte, impérieuse. C'était Madame Dubois, la bouchère. Elle avait quitté son étal et marchait droit sur lui, d'un pas rapide. Malik se figea, son premier instinct étant de reculer. Il crut qu'elle venait le chasser, lui dire qu'il donnait une mauvaise image au marché. Mais elle n'avait pas son regard pincé de la veille. Son visage était rouge, presque agité, et elle tenait un lourd panier en osier. Avant que Malik ne puisse dire un mot, elle lui tendit le panier. « Tiens, petit, c'est pour ta mère. C'est du bouillon, un vrai pot-au-feu. Il faut qu'elle mange pour reprendre des forces. Tu lui réchaufferas doucement. » Malik la regarda, abasourdi. Le panier était lourd. L'odeur de bœuf, de carottes et de poireaux lui monta au visage, une odeur riche et profonde. Il ne comprit pas. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il prit le panier d'une main, gardant l'autre crispé sur son vélo. « Mais pourquoi ?» parvint-il à murmurer. « Parce que, » dit Madame Dubois, plus doucement, évitant soudain son regard. « Parce que c'est comme ça. Allez, prends. » Elle n'était pas la seule. Le barrage était rompu. L'agitation de la bouchère avait servi de signal. Monsieur Valette, le propriétaire du café, sortit de son établissement, un torchon à la main. Il avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi. Il s'approcha de Malik, qui se tendit, s'attendant à une remarque désobligeante. Valette ne dit rien. Il regarda le vélo, puis le visage fatigué de l'enfant. Il grogna comme s'il se battait contre lui-même, puis sortit le billet de 50 € de la poche de sa chemise. Il le plia rapidement et le glissa de force dans la poche de la chemisette de Malik. Pour les frais, marmonna-t-il, sans croiser son regard. Et arrête de traîner ce truc ici. Tu fais fuir les clients. La phrase était dure, mais le ton était celui de l'embarras. C'était sa façon à lui de s'excuser. Il fit demi-tour et retourna s'enfermer dans son café avant que Malik n'ait pu réagir. L'enfant resta pétrifié. D'une main, le panier chaud de Madame Dubois. De l'autre, son vélo. Dans sa poche, un billet qui représentait une fortune. Et ce n'était pas fini. Sylvie, la fleuriste, s'approcha avec un simple bouquet de marguerites et de lavande. « Ça ne se mange pas, » dit-elle avec un sourire timide, « mais ça sent bon. » Ça égayera sa chambre. Elle le cala dans le panier en osier. Le fromager arriva avec un gros morceau de comté. Le maraîcher, qui l'avait toujours ignoré, lui tendit un sac en papier rempli de pêches et d'abricots. « Vitamine C, c'est bon pour les malades. » Les gens s'approchaient. Des clients, des commerçants. Ils ne disèrent pas grand-chose. Ils posaient un paquet de pâtes dans le panier, une tablette de chocolat, une boîte de conserve. C'était une avalanche maladroite, désordonnée, presque brutale, de charité. Malik était au centre de ce tourbillon. C'était pire que l'indifférence. L'attention de tout le village était braquée sur lui, sur sa pauvreté soudainement exposée. Il était terrifié. Le panier devenait trop lourd. Les larmes lui montèrent aux yeux, des larmes de confusion et de surcharge émotionnelle. Il ne comprenait pas ce revirement. Il voulait juste disparaître. Il recula d'un pas, heurtant la roue de son propre vélo. Il était piégé. Ça suffit. La voix de Jean-Pierre, le boulanger, calma l'agitation. Il était sorti de sa boutique, son tablier blanc immaculé. Il s'approcha calmement de Malik. La foule s'écarta pour le laisser passer. Il posa une main large et farinée sur l'épaule de l'enfant. Le contact était stable, rassurant. Malik leva vers lui ses yeux bleus embués. Il était le seul à ne pas avoir l'air agité. « Tu vois, Malik, » dit doucement Jean-Pierre, « ce n'est plus la peine. » Il désigna le vélo d'un signe de tête. « Tu n'as plus besoin de le vendre. » Malik regarda son vélo puis le panier débordant et sentit le poids du billet dans sa poche. Il comprit. Il comprit que le boulanger avait parlé. Il avait trahi leur secret. Mais en le trahissant, il les avait sauvés. Le soulagement fut si soudain, si total, qu'il brisa la tension qui le tenait debout depuis des jours. Ses jambes cédèrent. Il ne tomba pas. Jean-Pierre le retint fermement. L'enfant éclata en sanglots. Des sanglots silencieux qui secouaient tout son corps frêle. Il pleurait la faim, la peur, l'humiliation des 2 derniers jours et le soulagement incompréhensible de ce matin. La place se tut. Le seul son était le murmure de la fontaine
et les pleurs étouffés de l'enfant. L'embarras des villageois était palpable. Ils avaient cru bien faire, mais ils avaient failli le briser. Jean-Pierre prit le panier lourd des mains de Malik. Il regarda Madame Dubois. « Aidez-moi, on le raccompagne. » Il se tourna vers Malik et lui tendit un mouchoir propre. « Allez, on rentre chez toi. » Il attrapa le guidon du vélo rouge d'une main. Madame Dubois tenait le panier. Sylvie prit le sac de fruits. Malik, essuyant ses yeux, marcha entre eux. Il avait quitté son appartement ce matin pour vendre son vélo, seul contre tous. Il retraversait la place, son vélo toujours avec lui, mais il n'était plus seul. Tout le village le regardait partir, cette fois, avec un silence respectueux. La procession était étrange. Un enfant pâle et silencieux, les joues encore humides, poussant son vélo rouge. À ses côtés, le boulanger, solide et protecteur. Derrière lui, la bouchère, d'habitude si assurée, tenant sa marmite fumante comme une offrande fragile, et la fleuriste, qui regardait les façades décrépies des ruelles avec une curiosité presque choquée. C'était un coin du village qu'elle ne fréquentait jamais. Le silence entre eux était plus lourd que le panier de provisions. Malik marchait la tête basse, le poids du regard des villageois encore sur lui. Il se sentait exposé, comme si on avait retourné son appartement pour en étaler le contenu sur la place publique. Il avait honte, honte d'avoir eu faim, honte que sa mère soit malade, et maintenant, honte de recevoir. Il ne comprenait pas pourquoi ces gens qu'il avait ignorés hier étaient soudainement si présents. Madame Dubois, elle, était en proie à une lutte interne. Chaque pas qui la rapprochait du vieux lavoir la plongeait dans un malaise plus profond. Les descriptions de Jean-Pierre étaient une chose. La réalité de la pauvreté, la vraie, celle qui n'est pas mise en scène pour la kermesse de l'église, en était une autre. Elle sentait la chaleur de la marmite à travers le torchon et se demandait si ce serait suffisant ou si c'était trop, si c'était déplacé. Son geste, parti d'un élan de culpabilité sur la place, lui semblait maintenant grossier, intrusif. Jean-Pierre, lui, ne disait rien. Il se contentait de marcher, sa présence servant de bouclier à Malik. Il savait que ce moment était nécessaire. Ce n'était pas seulement pour nourrir l'enfant et sa mère, c'était pour que les autres voient, pour que l'abcès de l'ignorance collective soit enfin percé. Ils arrivèrent devant l'immeuble. L'escalier sombre et l'odeur de poussière froide frappèrent Madame Dubois. Elle serra les dents. Malik glissa sa clé dans la serrure, ses mains tremblant à nouveau. Il poussa la porte. « Maman » appela-t-il doucement, espérant qu'elle dormait encore. Mais Amira était réveillée. Elle était assise sur le bord du canapé, ses pieds nus touchant le sol froid. Le médicament et le sommeil lui avaient rendu un peu de lucidité. Elle avait entendu du bruit, pas seulement les pas de Malik, mais des pas lourds, plusieurs personnes. Sa première pensée fut une panique glaciale. Les services sociaux. Ils venaient lui prendre son fils. Elle se leva à moitié, s'appuyant sur le dossier du canapé, son corps vibrant de faiblesse et d'adrénaline. Puis la porte s'ouvrit. Elle vit Malik. Et derrière lui, le boulanger. Et derrière le boulanger, Madame Dubois, la bouchère, celle chez qui elle n'allait jamais car elle ne pouvait s'offrir que les bas morceaux chez le discounter. Et une autre femme, la fleuriste. Elles étaient là, dans son salon. Elle voyait le canapé usé qui lui servait de lit, l'absence de meubles, la table basse avec le verre vide et la boîte de médicaments. Le visage d'Amira se ferma. La peur fut remplacée par une fierté blessée, une colère froide. Ses yeux noirs fixèrent les intrus. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Sa voix était faible, mais tranchante. Malik se précipita vers elle. « Maman, ils sont gentils. Regarde. » Madame Dubois s'arrêta net à l'entrée du salon, la marmite à la main. La réalité de la pièce, la pâleur d'Amira, sa dignité féroce, tout cela la frappa en plein visage. Elle avait imaginé une femme pleurnicharde, reconnaissante. Elle trouvait une lionne blessée, prête à mordre. « Madame, » bégaya la bouchère, « nous, c'est du bouillon, pour vous. » Elle s'avança maladroitement pour poser la marmite sur la table basse, mais il n'y avait pas de place. Sylvie, la fleuriste, vit le verre d'eau vide. Sans un mot, elle s'en saisit, alla dans le petit évier de la cuisine, le rinça, le remplit d'eau et y plongea les marguerites. C'était un geste simple, un geste de vie dans une pièce qui sentait la maladie. Amira regarda les fleurs, puis Madame Dubois. « Je n'ai rien demandé, » dit-elle sèchement. Son corps tremblait à force de rester debout. « Nous savons, » intervint Jean-Pierre, s'avançant calmement. Il enleva son propre tablier, comme pour montrer qu'il n'était pas là en tant que commerçant, mais en tant qu'homme. Il s'adressa à Amira avec un respect profond. « Madame, c'est nous qui vous demandons pardon. » Amira le dévisagea, surprise. « Nous habitons la même ville, nous faisons nos courses à la même place, et nous n'avons rien vu. » Il fit un geste vers Madame Dubois,
qui baissa les yeux. Ce n'est pas de la charité, c'est un rattrapage, un acte de voisinage. Acceptez, s'il vous plaît. Pour votre fils. La mention de Malik fit vaciller la colère d'Amira. Elle regarda son fils qui la regardait avec des yeux suppliants. Elle regarda le panier que Sylvie posait maintenant sur le sol, débordant de nourriture. Elle regarda la marmite dont la vapeur promettait chaleur et force. Elle se laissa retomber sur le canapé, vaincue. Les larmes qu'elle avait retenues depuis si longtemps brûlèrent ses paupières. « Pourquoi » murmura-t-elle, non plus avec colère, mais avec une fatigue infinie. « Pourquoi maintenant ?»« Parce que nous avons été stupides, » répondit Madame Dubois, sa propre voix se brisant. « Parce que votre fils est plus courageux que nous tous. » Elle prit enfin l'initiative. Elle alla dans la cuisine, ouvrit un placard, le vide la frappa, trouva un bol et une louche. Elle versa une pleine louche de bouillon fumant et apporta le bol à Amira. « Mangez, pendant que c'est chaud. » Amira regarda le bol. Elle prit la cuillère. Elle porta le liquide à ses lèvres. La chaleur, le sel, la richesse du bouillon, c'était la première vraie nourriture qu'elle goûtait depuis une semaine. Elle ferma les yeux et une larme roula sur sa joue. Jean-Pierre fit un signe de tête à Madame Dubois et à Sylvie. Leur présence n'était plus nécessaire. L'intimité avait été violée, mais le message était passé. « On va vous laisser, » dit-il doucement. « Malik, tu as nos numéros, sur le sac. Si tu as besoin, n'importe quoi. » Il posa sa main une dernière fois sur l'épaule du garçon. Puis il se tourna vers le vélo, toujours dans l'entrée. « Tu vois » dit-il à Malik. Il n'a pas voulu être vendu. Il avait encore du travail à faire. Les trois commerçants sortirent, refermant doucement la porte. Malik et Amira restèrent seuls. L'appartement était le même, mais tout était différent. Il était rempli de l'odeur du bouillon et des fleurs. Malik prit le billet de 50 € de sa poche, celui de Valette, et le posa sur la table à côté de l'argent de Jean-Pierre. Amira regardait la nourriture, puis elle regarda son fils. « Tu n'es pas retourné le vendre, » dit-elle, comprenant soudain le courage qu'il avait fallu à Malik pour affronter à nouveau la place. « Je devais, maman, » dit-il simplement. Elle tendit la main et attira sa tête contre elle. Elle lui caressa les cheveux blancs, si doux. « Non, » dit-elle, « plus maintenant. C'est fini. » Le soleil se leva différemment ce matin-là. D'habitude, Malik était réveillé par l'anxiété, un nœud serré dans l'estomac qui le tirait du lit avant même les premières lueurs. La lumière était son ennemi, le signal qu'une nouvelle journée d'échec commençait. Mais ce matin, il fut réveillé par une odeur, pas l'odeur métallique de la maladie de sa mère, ni celle poussiéreuse de leur appartement. Il sentit le parfum doux des marguerites et de la lavande posée dans le verre d'eau et l'arôme riche et persistant du bouillon de bœuf qui avait mijoté. Il ouvrit les yeux. La lumière qui filtrait à travers les volets clos semblait moins agressive. L'air de l'appartement était plein. Il se leva sans bruit. Dans l'entrée, son vélo rouge était là. Il s'arrêta et posa la main sur la selle usée. La veille, cet objet avait représenté tout son désespoir. Ce matin, il le regardait avec une tendresse renouvelée. C'était juste son vélo. Il n'avait pas à le vendre. Il l'avait sauvé, et le vélo l'avait sauvé. Il entra dans le petit salon. Le panier était toujours là, sur le sol, rempli de provisions qui semblaient pouvoir durer des semaines. Des pâtes, du riz, des conserves, des fruits. La table basse était couverte. Il y avait la marmite vide de Madame Dubois. Amira avait tout fini pendant la nuit. Et l'argent. Les 50 € de Jean-Pierre et les 50 € de Monsieur Valette. 100 €. Une somme qu'il ne pouvait même pas conceptualiser. Et puis, il vit sa mère. Elle n'était pas sur le canapé. Amira était assise à la petite table de la cuisine, le dos droit. Elle s'était levée seule. Elle avait enfilé une vieille robe de chambre propre. Ses longs cheveux sombres, d'habitude emmêlés et mat, tombaient sur ses épaules. Elle les brossait. Lentement, avec des gestes faibles, mais elle les brossait. Quand elle entendit Malik, elle tourna la tête. Son visage était toujours pâle, cerné, mais ses yeux étaient clairs. La fièvre était tombée. Le médicament et la nourriture avaient commencé leur œuvre. « Bonjour, mon chéri, » dit-elle. Sa voix était encore fragile, mais c'était sa vraie voix. Malik sentit une vague de soulagement si puissante qu'il dut s'appuyer au chambranle de la porte. Il s'approcha. « Tu as faim » demanda-t-elle. C'était la première fois en des mois qu'elle lui posait cette question. D'habitude, c'était lui qui lui demandait si elle pouvait manger quelque chose. Il hocha la tête, incapable de parler. Il sortit le lait frais du panier. Il prit un pain au chocolat que Jean-Pierre avait glissé dans son sac. Il s'assit en face d'elle. Ils prirent leur petit déjeuner en silence. C'était un rituel simple, mais qu'ils avaient perdu. C'était le premier vrai repas qu'ils partageaient. Un repas qui n'était pas assombri par la peur de savoir
s'il y en aurait un autre. Quand ils eurent fini, Amira posa sa brosse. Son regard se porta sur l'argent étalé sur la table. Sa fierté, qui avait été submergée par le besoin la veille, refit surface, mais différemment. « C'est trop », murmura-t-elle. « Nous ne sommes pas des mendiants, Malik. » Le boulanger a dit « Il a dit qu'il demandait pardon », répondit Malik. Amira réfléchit. « Ils n'ont pas à demander pardon, ils ont aidé, mais nous devons remercier. Nous devons leur montrer que nous ne sommes pas seulement des gens qui prennent. La dignité, c'était tout ce qui lui restait. « Tu vas me trouver du papier », dit-elle, sa voix se raffermissant, « et un stylo. Le stylo dans le tiroir. » Malik le lui apporta. Amira prit une feuille du vieux cahier d'école de Malik. Elle déchira 3 morceaux de papier, le plus proprement possible. Sa main tremblait en écrivant. La première note était pour Jean-Pierre. « Monsieur, il n'y a pas de mots. Vous avez sauvé mon fils. Vous m'avez sauvé. Que Dieu vous bénisse. Amira. » La deuxième était pour Madame Dubois. « Madame, votre bouillon m'a redonné vie. Je vous remercie du fond du cœur. Amira. » La troisième fut la plus difficile. Elle resta longtemps, le stylo en suspens. « Monsieur Valette, votre don sera utilisé pour les médicaments. Merci de votre générosité. Amira. » Elle plia les 3 petits papiers. « Malik, tu vas leur porter. Pas au marché. Tu iras à leur boutique, discrètement. Tu donnes et tu pars. D'accord ? D'accord, maman. » Et elle hésita, puis elle prit le billet de 50 € de Valette. Elle le tendit à Malik. « Après, tu iras à l'épicerie. Tu achèteras du café, du vrai café, et du savon. » C'était un ordre. Ce n'était plus de la survie. C'était un retour à la vie. Acheter quelque chose qui n'était pas essentiel. C'était le luxe ultime. Malik prit les notes et le billet. Il enfila ses chaussures. Il se sentait léger. Il avait une mission, mais pour la première fois, ce n'était pas une mission de vie ou de mort. « Et Malik ?» appela sa mère, alors qu'il ouvrait la porte. Il se retourna. Elle le regarda, un faible sourire se dessinant sur ses lèvres. « Prends ton vélo. Mais va jouer. Reste à l'ombre des ruelles. » Un ordre si simple, si maternel, si normal, qu'il en eut les larmes aux yeux. Il hocha la tête. Il descendit l'escalier portant son vélo. Il ne le poussa pas, il le porta. Dehors, le soleil était éclatant, mais l'air semblait frais. Il se glissa discrètement à l'arrière de la boulangerie et glissa la note sous la porte de service. Il fit de même à la boucherie. Il attendit que Valette soit retournée au fond de son café pour poser l'enveloppe sur le comptoir et repartir en courant. Puis, il fit les courses, le café, le savon. Il paya avec le gros billet, reçut la monnaie. Il rangea les courses dans le petit panier avant de son vélo. Et puis, il ne rentra pas tout de suite. Il se dirigea vers le labyrinthe des vieilles ruelles, là où les bâtiments étaient si hauts que le soleil ne touchait jamais le sol. C'était son domaine, le seul endroit où sa peau ne le trahissait pas. Il appuya sur les pédales. Le vélo gémit un instant, puis la chaîne s'enclencha. Il roula. Il ne fuyait pas. Il ne cherchait pas d'acheteur. Il ne transportait pas de fardeau. Il sentit le vent frais des ruelles sur son visage. Il accéléra. Le vélo rouge filait sur les pavés inégaux. C'était une sensation qu'il avait presque oubliée. Le plaisir, la vitesse, la liberté. Pour la première fois depuis 1 an, Malik n'était pas le garçon albinos qui vendait son vélo. Il était juste un garçon de 10 ans, et il volait. Le lendemain de la collecte improvisée, une sorte de gêne flottait sur la place des Platanes. L'élan de culpabilité et de générosité de la veille était retombé, laissant place à l'incertitude du « et maintenant ?» Les commerçants avaient agi sous le coup de l'émotion, mais la routine du marché reprenait ses droits. La pauvreté d'Amira et Malik, une fois exposée et pensée, que devenait-elle? Allaient-ils devoir apporter un panier chaque semaine? L'idée était aussi inconfortable pour ceux qui donnaient que pour ceux qui recevaient. Jean-Pierre le boulanger fut le premier à trouver une réponse. Ce matin-là, en ouvrant son arrière-boutique, il trouva le petit morceau de papier plié, glissé sous sa porte. « Monsieur, il n'y a pas de mots. Vous avez sauvé mon fils. Vous m'avez sauvé. » Il lut la note, son visage habituellement impassible s'adoucissant. Il la plia soigneusement et la mit dans la poche de son tablier, contre son cœur. Ce petit mot était la preuve de ce qu'il savait déjà. Amira était une femme digne. La charité l'avait sauvée, mais c'est la charité qui, à la longue, la briserait. Il travailla toute la matinée, pétrissant sa pâte avec une énergie nouvelle. Il ne pensait pas au pain. Il pensait à une structure, à une solution. Vers 11 heures, il enleva son tablier et traversa la place, non pas pour une confrontation comme l'avant-veille, mais pour une discussion. Il trouva Madame Dubois et Monsieur Valette attablés au Café du Progrès, buvant un café serré.
C'était la première fois qu'ils se retrouvaient tous les trois depuis le moment de vérité. L'ambiance était tendue. Eux aussi avaient reçu leur note. « Elle a à remercier », dit Valette, en faisant tourner sa cuillère dans sa tasse, comme s'il s'excusait presque de sa propre générosité. « La pauvre femme », renchérit Madame Dubois. « On devrait organiser quelque chose. Une collecte à l'église, peut-être? Ou un tournu. Je peux lui porter un plat chaud tous les mardis. » Jean-Pierre s'assit. Il posa ses grandes mains sur la table. « Non, » dit-il. Les deux autres le regardèrent, surpris. « Vous avez lu son mot, » continua Jean-Pierre. « Ce n'est pas une femme qui veut la charité. Elle ne veut pas de nos restes, aussi bon soit-il. Mais enfin, Jean-Pierre, s'impatienta la bouchère, elle ne peut pas travailler. Elle est malade. On ne va pas la laisser mourir de faim à nouveau? » « Non, » répéta Jean-Pierre. « On ne va pas la laisser travailler. On va lui donner du travail. C'est différent. » Valette leva un sourcil sceptique. « Du travail? Mais quel travail? Elle tenait à peine debout hier. Elle n'a pas besoin de frotter les sols, dit Jean-Pierre. Elle a besoin d'un but, d'un salaire, d'une place. » Il se tourna vers Madame Dubois. « Vous plaignez tout le temps que vous n'avez pas le temps de faire votre comptabilité le soir. » Elle ouvrit la bouche. « Mais elle sait lire, écrire, compter, non? Elle peut faire vos fiches chez elle, assise à sa table. 1 heure par jour, c'est un début. » Puis il se tourna vers Valette. « Et vous, vos toilettes sont toujours sales. »« Hors de question, » grogna Valette. « Elle ne peut pas. »« Pas elle, » coupa Jean-Pierre. « Le gamin, Malik, il est débrouillard. Il peut venir après l'école, 1 demi-heure, nettoyer les tables, balayer la terrasse, passer un coup dans les toilettes. Il est assez grand. Et vous le payez. Pas une fortune, mais un vrai petit salaire. L'argent de poche qu'il n'a jamais eu. » Valette réfléchit. L'idée d'une main-d'œuvre bon marché, qui lui donnerait en plus l'image d'un homme généreux, commença à lui plaire. Il hocha lentement la tête. Peut-être, à voir. Enfin, Jean-Pierre parla de lui. Moi, je perds un temps fou à l'heure de pointe. Les gens veulent leur baguette, leur monnaie, et ils sont pressés. J'ai besoin de quelqu'un à la caisse. Juste pour l'heure de pointe, de 11h30 à 13h. Amira, s'étonna Madame Dubois. À la caisse? Mais elle peut s'asseoir sur un tabouret haut. Elle n'aura qu'à tendre la main, prendre l'argent, rendre la monnaie. Elle verra du monde. Elle parlera. Elle sera à nouveau parmi nous et non en dessous de nous. Le plan se dessinait simple, pragmatique et surtout digne. Ce n'était pas un don, c'était un échange de services. Monsieur Valette, soudain, vit un autre avantage. « Et les gens viendront, dit-il, un petit sourire en coin. Ils viendront chez toi, Jean-Pierre, juste pour la voir, pour acheter leur pain à elle. C'est bon pour les affaires. Si ça peut la remettre en selle, tant mieux pour mes affaires, » conclut Jean-Pierre en se levant. La culpabilité du village s'était transformée en quelque chose de constructif. Ce n'était plus une avalanche de dons pour se donner bonne conscience, mais la reconstruction d'un filet de sécurité, maille par maille, autour de cette famille. Jean-Pierre laissa Valette et Dubois discuter des détails logistiques. Il avait fait sa part. Il retourna à sa boulangerie. Il savait que la fierté d'Amira serait le plus grand obstacle. On n'accepte pas un travail quand on se sent redevable. Il décida qu'il irait la voir le soir même. Non pas comme un sauveur, mais comme un employeur. Il n'irait pas avec un panier plein. Il irait avec une offre d'emploi. Pendant ce temps, à l'autre bout du village, Malik était assis sur le muret du vieux lavoir. Il avait fini sa tournée de remerciements, puis il avait joué. Il avait joué pendant 2 heures pleines, faisant des dérapages contrôlés avec son vélo rouge sur les dalles lisses. Il était fatigué, mais c'était une bonne fatigue, une fatigue d'enfant. Il regarda son vélo. Il était sale. La chaîne avait besoin d'huile. Il pensa à l'argent que M. Valette lui avait donné pour les toilettes. Il pourrait acheter une burette d'huile. Pour son vélo. Il sourit. Il remonta sur sa selle et pédala doucement vers chez lui. Il avait hâte de sentir l'odeur du café que sa mère avait promis de faire. Le soir même, alors que l'air du sud commençait enfin à rafraîchir et que le parfum du café d'Amira emplissait le petit appartement, on frappa à la porte. Ce n'était pas un coup sec et officiel, mais un coup lourd, patient. Malik ouvrit. C'était Jean-Pierre. Il se tenait dans l'encadrement, son tablier ôté, en simple chemise. Il n'avait rien dans les mains, ni pain, ni panier. Il avait juste l'air d'un voisin. « Bonsoir, Malik, » dit-il. « Ta mère est là. » Amira s'était levée du canapé, méfiante, remettant instinctivement de l'ordre dans sa robe de chambre. Elle s'attendait à de la pitié, à d'autres dons, à d'autres intrusions dans sa pauvreté. « Monsieur, » dit-elle, la voix polie mais distante. « Amira, » dit Jean-Pierre en entrant d'un pas. Il resta près de la porte pour ne pas l'intimider. « Je ne viens pas pour prendre des nouvelles, je viens pour affaires. » Amira fronça les sourcils. Le mot « affaires » était si incongru dans son salon.
Je suis seul à la boulangerie, continua Jean-Pierre de sa voix factuelle, et je suis vieux. Entre 11h30 et 13h, tout le village veut sa baguette en même temps. Je n'arrive plus à suivre le four et la caisse. C'est un problème. Il la regarda droit dans les yeux, sans pitié, sans condescendance. Un employeur face à un candidat potentiel. J'ai besoin de quelqu'un de confiance, quelqu'un qui sache compter, être poli, et qui n'ait pas peur du travail. 1h30 par jour, du lundi au samedi. Assise, juste la caisse. Il marqua une pause. Le poste est payé au SMIC horaire, bien sûr, déclaré. Amira resta bouche bée. Elle avait imaginé tant de scénarios. La pitié continue, l'oubli total, mais pas celui-ci. Pas la dignité. Moi, murmura-t-elle. Mais, monsieur, regardez-moi. Je suis encore faible. On ne vous demande pas de porter des sacs de farine, Amira. On vous demande de tenir une caisse. Vous commencerez quand vous vous sentirez prête, mais le poste est pour vous, si vous le voulez. Il ajouta plus doucement, et ce n'est pas tout. Madame Dubois cherche quelqu'un pour mettre ses comptes au clair. Elle est nulle en paperasse. Elle paiera à l'heure pour ce que vous pouvez faire depuis chez vous. Amira regarda Malik, qui regardait Jean-Pierre avec une admiration totale. Elle comprit. Ce n'était pas la charité. C'était un plan. C'était un filet de sécurité tissé par des mains humaines. C'était une porte qu'on ouvrait, pas une aumône qu'on jetait. Elle déglutit, ravalant sa fierté blessée pour la remplacer par une fierté nouvelle. « J'ai un peu d'expérience en comptabilité, » dit-elle, sa voix se raffermissant. « D'avant. »« Je sais, » dit Jean-Pierre. « Je me suis renseigné. » Amira prit une grande inspiration, la première qui ne semblait pas douloureuse depuis des mois. « Je peux commencer lundi, » dit-elle. Lundi arriva, et les semaines qui suivirent. La vie sur la place des Platanes reprit son cours, mais le tableau avait changé. À 11h30, la boulangerie de Jean-Pierre connaissait son affluence habituelle. Mais derrière le comptoir, à côté du boulanger qui enfournait ses baguettes, Amira était assise sur un tabouret haut, un tablier blanc noué à la taille. Elle était encore mince, mais elle n'était plus fantomatique. Ses cheveux étaient relevés en un chignon strict. Elle ne souriait pas beaucoup. Ce n'était pas dans sa nature, mais elle était efficace. « Une tradition et un pain de seigle, s'il vous plaît », lança Madame Dubois en tendant un billet. « Ça fera 4,20 €, répondit Amira, sa voix claire en lui rendant la monnaie. « Gardez, » dit la bouchère avec un clin d'œil. « Nous ne prenons pas de pourboire, » répondit Amira, en posant fermement les 80 centimes sur le comptoir. Madame Dubois rit et prit sa monnaie. Le respect était établi. À 12h30, les cloches de l'école sonnèrent. Un groupe d'enfants dévala la rue. Parmi eux, Malik. Il ne s'arrêta pas à la boulangerie, se contentant d'un signe de tête rapide à sa mère, qui lui répondit par un imperceptible sourire. Il traversa la place en courant et se dirigea vers le café du Progrès. Il attrapa le balai rangé derrière la porte. « T'es en retard, gamin » grogna Monsieur Valette depuis son comptoir. « La terrasse est pleine de feuilles de platane. »« J'arrive, patron » répondit Malik en se mettant au travail. Il balaya la terrasse, ramassa les verres vides. Il le faisait avec une efficacité silencieuse. À la fin de son heure, Valette lui glissa sa pièce de 10 €. « Et reviens demain. » Malik empocha la pièce. C'était son argent. Il l'avait gagné. Il alla récupérer son vélo là où il l'avait garé. Il n'était plus appuyé contre un mur attendant un acheteur. Il était attaché avec un cadenas neuf, acheté avec son premier salaire. Avec le reste, il avait acheté un petit pot de peinture rouge vif pour couvrir les éclats de rouille et une burette d'huile. La chaîne était silencieuse, parfaite. Il enfourcha le vélo. Il regarda de l'autre côté de la place. Le rush de midi était terminé. Sa mère, Amira, se tenait sur le seuil de la boulangerie, parlant avec Jean-Pierre. Elle but une gorgée d'eau et elle rit d'une remarque du boulanger. Malik posa son pouce sur la petite gâchette en métal du guidon. Il avait aussi acheté une sonnette. Il appuya. Un ding-ding clair et argentin résonna sur la place. Amira tourna la tête. Leurs regards se croisèrent à travers la chaleur de l'après-midi. Elle leva la main et lui fit un vrai signe. Il lui sourit. Il appuya sur les pédales. Le vélo rouge remis à neuf s'élança. Il ne prit pas les ruelles sombres. Il roula en plein soleil, en plein milieu de la place des Platanes, ses cheveux blancs brillants comme un étendard, se faufilant entre les passants qui lui rendaient son salut. Il rentrait chez lui, juste pour être un enfant, en attendant que sa mère termine sa journée de travail.